pour introduire cette matinée sur le thème des maisons sport santé, nous allons laisser la parole à Monsieur Olivier Coste. Alors, vous êtes médecin du sport, conseiller auprès de la direction de région académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAGES. Vous êtes également référent coordinateur de la mission sport santé sur la région Occitanie, docteur des universités en biologie pour la santé et médecin inspecteur de santé publique. Monsieur Coste, je vous laisse la parole. Merci Rémi. Bon, j'ai la lourde tâche de démarrer cette matinée sur un point qui me semble important, qui est la prescription médicale. Donc sur ces 20 minutes que j'aurai la parole, c'est essayer d'apprécier trois choses. D'une part, de répondre aux questions de Rémi, entre autres, de toute l'équipe du Master APA. C'est en quoi on a aujourd'hui, à quoi on est confronté en termes de problématiques sur le terrain, sur la prescription médicale, donc de la part des médecins. Ensuite, les leviers qu'on pourrait imaginer, trouver, ou qu'on a déjà trouvés. Et puis enfin, de faire le lien vraiment avec les maisons sport santé. En quoi les maisons sport santé pourraient être facilitateurs en termes de prescription médicale. Alors, trois thématiques que je vais développer, trois diapositives relativement simples, on va dire imagées. Et je vais démarrer donc sur une prescription pas naturelle. Je trouve que le terme était assez bien trouvé, non pas parce que c'est moi qui l'ai trouvé, mais parce que je pense que ça résume bien la situation actuelle, la problématique, qui est la suivante. La vraie difficulté aujourd'hui, c'est pas tant d'avoir une offre d'activité physique, alors d'enseignants d'activité physique adaptée, d'éducateurs sportifs, bon bref, de l'ensemble de l'écosystème sportif ou en activité physique, mais c'est surtout la problématique de prescription médicale. Alors pourquoi pas naturelle? Parce qu'il faut bien prendre conscience que pour les médecins, prescrire une activité physique est loin d'être naturelle, elle n'est pas du tout d'ailleurs, et pour le comprendre, deux éléments. D'une part, dans la formation, qui est relativement longue pour les médecins, qui fait 8 ans et demi pour la spécialité de médecine générale et un peu plus pour d'autres spécialités, à aucun moment, et encore aujourd'hui en 2021, n'est retrouvé dans le parcours, alors qu'il soit de manière obligatoire ou optionnelle, ou rarement optionnelle, une approche, une sensibilisation à l'activité physique, sans même parler de prescription d'ailleurs. Alors, nous sommes en Occitanie, donc il y a deux grands pôles universitaires, la faculté de médecine de Montpellier et celle de Toulouse. À l'heure actuelle, celle de Montpellier, ça a démarré qu'il y a 3 ans, donc c'est relativement récent. Vous avez, mais uniquement pour les internes en médecine générale, vous avez une demi-journée qui est consacrée à l'activité physique. J'ai eu la chance d'intervenir il y a quelques années, d'ailleurs avec un de tes collègues, Christophe, de Nîmes Sport Santé, et avec une collègue, Iris Schuster, qui est cardiologue au CHU de Nîmes. Et côté Toulouse, c'est guère mieux, ça remonte à quelques années de plus, mais vous n'avez qu'une journée vraiment consacrée là-dessus. Alors je ne parle que de la médecine générale. J'en ai discuté hier matin avec un collègue cardiologue du sport sur le CHU de Montpellier, où on parle de cardiologie, de maladies cardiovasculaires, où l'activité physique a un rôle très important à jouer, même parfois au même niveau que certains médicaments. Par exemple, l'insuffisance cardiaque, c'est aussi intéressant que les bêta-bloquants. Ça ne les remplace pas, mais ça vient compléter l'effet des bêta-bloquants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cardiologues, et c'est ce qu'il me disait hier, de manière assez surprenante, les cardiologues ont encore le frein à main pour prescrire l'activité physique, de crainte, de peur qu'il y ait des problèmes médicaux lors de la pratique de l'activité physique, et qu'il n'y a aucune sensibilisation à l'activité physique au cours de leur internat en cardiologie. Donc, et pourtant, ça, on va dire, c'est la spécialité peut certainement phare en termes d'activité physique. Donc il y a énormément de choses à faire. Et on le voit bien sur le terrain, il y a eu un décret que vous connaissez tous certainement, le 30 décembre 2016, qui est fortement critiquable, qui est venu apporter... alors, le vrai bénéfice, c'est que des parlementaires ont légiféré là-dessus et ont mis en avant l'intérêt d'une activité physique. Mais en contrepartie, un texte législatif amène des responsabilités à ceux qui vont prescrire. Alors, prescrire, quel que soit le type d'acte, que ce soit des séances de kinésithérapie, que ce soit de l'orthophonie de la part d'un médecin, renvoie à une responsabilité civile et professionnelle.
mais sur des domaines qui sont plus ou moins appris au cours du cursus universitaire, ce qui n'est pas le cas de l'activité physique. Et là, c'est une vraie problématique. Ok, je veux bien prescrire, mais quoi prescrire? Vers où renvoyer ou orienter mes patients? Et ça, c'est une vraie difficulté. L'activité physique, comment elle doit être prescrite? Et ça, c'est une question sur laquelle probablement on reviendra dans la journée à travers les maisons sport santé. Et je fais souvent le parallèle avec la prescription de séances de kinésithérapie que j'ai connues quand j'étais encore prescripteur il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, où on pouvait vraiment détailler une prescription médicale, c'est-à-dire une ordonnance, tout simplement. Mais il faut savoir que sur la kinésithérapie, moi, en ce qui me concerne, même si ça remonte à quelques années, mon cursus universitaire, ça se limitait à peut-être à 1 heure sur mes 8 ans et demi d'études sur la kinésithérapie. Donc avec très peu de compétences. Et que s'est-il passé au fil du temps? C'est qu'on est passé d'une ordonnance qu'on aurait pu dire détaillée pour le kinésithérapeute, qui lui mettait en œuvre l'ordonnance. Et ensuite, c'est très simple. Vous faites une entorse de cheville ou un problème au pied, n'est-ce pas Christophe? Vous avez une prescription médicale de rééducation des membres inférieurs, ça ne va pas plus loin. On a une personne compétente en face, qui est le kinésithérapeute, qui lui connaît le protocole, connaît ce qui est remboursé par l'assurance maladie, etc., le nombre de séances qui sont nécessaires pour ce type de pathologie. Et on est un petit peu sur le même registre avec l'activité physique, c'est-à-dire que est-ce qu'il faut aller à détailler? Et dans ce cas-là, ça demande des compétences, probablement des formations post-universitaires, parce que le cursus initial ne le permet pas, ou alors faut-il être relativement soft et faire comme les séances de kinésithérapie, être relativement simple, 10 séances d'activité physique dites adaptées, sans mettre bien sûr la pathologie, puisqu'on est dans une relation non pas entre professionnels de santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à bien avoir en tête, que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Alors on peut en vouloir aux médecins, mais ils ne sont pas formés pour. L'autre difficulté, alors ils le mettent bien avant, quand on fait des enquêtes, dans plus de 90% des cas, c'est un manque, ils le mettent réellement en avant, ils l'expriment vraiment, c'est ce manque de formation. Alors, à contrario, lorsqu'on essaye, nous, et c'est un de mes rôles au sein de la DRAGES Occitanie, c'est de mettre en place un catalogue de formation, entre autres pour les médecins. Et ce n'est pas pour ça qu'ils vont instantanément venir s'inscrire et le faire, parce qu'il y a des priorités. La médecine, du moins la médecine générale, renvoie à de très nombreuses spécialités, à de nombreuses compétences qui évoluent avec le temps. Et donc, de fait, il y a des priorités, mais ils me le disent en direct, même si on fait parfois des formations directement chez eux, localement, parce qu'on a un dispositif qui est sur place à quelques kilomètres de leur lieu d'exercice. Et là, c'est une vraie difficulté. Il y a bien de la formation continue, il y a des crédits de formation, des crédits jours, année par année, mais l'activité physique n'est certainement pas une priorité. Quoique, je ne pense pas que ce ne soit pas une priorité, bien au contraire, je pense que c'est un arsenal thérapeutique, peut-être pas nouveau parce qu'il existe depuis Hippocrate, donc il existe depuis 2500 ans, mais on va dire nouveau aujourd'hui pas l'imaginaire, mais on a tous conscience de ça. On est matraqué un petit peu par les médias, et entre autres depuis ce soi-disant sport sur ordonnance suite au décret du 30 décembre 2016. Donc une prescription médicale qui est loin d'être naturelle, et il faut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Alors je prends souvent l'exemple, et ça tombe bien, on parlait du Covid tout à l'heure par le professeur Grégory Nino, de la vaccination. Alors ça tombe bien, c'est exactement bien, je fais une analogie vraiment entre la vaccination et la prescription médicale d'activité physique. Vaccination du Covid, je laisse de côté le problème de ravitaillement, d'achat de vaccins, c'est une chose. Comment vacciner? Alors soit on vaccine que par les médecins généralistes, soit on vaccine petit à petit, on va mettre quelques années pour vacciner 90% de la population, pour avoir l'immunité collective, ou alors on va beaucoup plus loin, des vaccinodromes, ça a démarré, mais aussi on va mettre en œuvre, ou on va mettre en place, ou on va s'appuyer plutôt sur d'autres professionnels de santé. Les pharmaciens sont mis en avant, ça va démarrer, les infirmiers, et bien d'autres, pourquoi pas les enseignants, on ne sait pas, on a besoin de tout le monde.
Pourquoi? Parce que le but du jeu étant de vacciner le maximum de personnes, surtout que les bénéfices par rapport aux risques sont largement supérieurs, même si on parle de l'AstraZeneca. Et l'activité physique, c'est la même chose. Le but, c'est quoi? C'est de remettre en activité physique et de lutter contre les comportements sédentaires. C'est un enjeu de santé publique, à mon avis, majeur, du même niveau que l'environnement, et d'ailleurs qui est intimement lié à l'environnement qui nous entoure. L'activité physique, c'est vis-à-vis de notre propre environnement corporel. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on met des freins, comme ça a été le cas sur la vaccination, qui a démarré doucement, si on met vraiment des freins sur l'activité physique, il nous faudra des décennies pour mettre en activité maximum de personnes, pour en tirer des bénéfices. Donc le décret n'est pas constructif dans ce sens-là, même si je peux... Je ne sais pas, peut-être le ministère des Sports m'écoute, mais tant pis, je me lance. Le décret est contre-productif à ce niveau-là parce qu'on met des barrières à prescrire, alors que les risques sont vraiment minimes. Je parlais de mon collègue cardiologue tout à l'heure. En cardiologie, le risque quand même, c'est s'il y a un décès pendant une séance d'activité physique, il est souvent d'ordre cardiologique, sur une mort subite à l'effort, eh bien, il est très très faible. Il y a des clubs cœur et santé, il y a des réadaptations cardiaques dans quasiment tous les CHU de France et dans des cliniques privées. Et le retour fait qu'il y a très très peu d'accidents cardiaques à partir du moment où l'activité est adaptée et même lorsqu'on la propose de manière intensive, comme c'est souvent le cas en réentraînement à l'effort, tant sur le plan respiratoire que cardiaque. Donc on peut y aller, et d'autant plus qu'on a affaire à une population qui est souvent très très bien bilantée, à l'inverse de quelqu'un qui va venir spontanément dans un club, qui a 50 ans, qui n'a pas pratiqué depuis des années, qui n'a pas de maladie chronique, et qui est juste passé par la case du médecin pour le certificat médical et pas plus. Donc il faut y aller, donc au même titre que le vaccin, et surtout il faut s'appuyer sur tous les professionnels de santé. Je l'ai déjà dit à ma collègue du ministère des Sports, qui nous écoute peut-être d'ailleurs, je lui dis il faut ouvrir ce décret. Alors, on ne va pas parler de prescription, on peut parler de conseil, d'orientation, parce que le mot prescription est inscrit dans le code de la santé publique et dans le code de l'assurance maladie. Il faut donner la possibilité aux pharmaciens, aux infirmières-infirmiers, aux diététiciens, pourquoi pas aux psychologues, bon bref, à tout l'environnement, aux kinésithérapeutes bien sûr, à tout l'écosystème des professionnels de santé pour qu'ils puissent apporter, mais avoir un conseil bien, pas le conseil purement oral, mais quelque chose qui soit ancré et pourquoi pas dans un texte législatif. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais dire sur ce premier thème, qui est une prescription pas naturelle. Il y a énormément de choses à faire. Alors, j'ai commencé à en parler sur le levier. À la recherche des leviers, c'est quelque chose que l'on fait sur le terrain. Bon, nous, au sein d'Adrages, on a un dispositif, entre autres, ce n'est pas le seul, qui s'appelle Bouger sur ordonnance, qui veut bien dire ce qu'il veut dire, qui est d'ailleurs installé sur Nîmes Sport Santé. Peut-être que Christophe en parlera tout à l'heure quand il évoquera la maison Sport Santé de Nîmes. Et sur Bouger sur ordonnance, c'est vraiment une difficulté. Comment intégrer les médecins au mieux? Alors, on l'entend bien, il y a de moins en moins de médecins, ou du moins, il n'y a pas suffisamment de médecins au regard des consultations aujourd'hui, de la demande des patients, de la population. D'autre part, donc des consultations qui sont assez courtes, d'une dizaine de minutes en moyenne en France. Et il est bien entendu compliqué en 10 minutes d'orienter, de conseiller, de motiver, d'engager, parce que quand on a affaire à un mal chronique, souvent c'est qu'il ne pratique pas par ailleurs, il a des comportements sédentaires, donc on ne va pas le changer du jour au lendemain, ça demande des fois des mois, voire même des années, et puis parfois on n'y arrive pas, donc c'est un vrai investissement. Et comment faire pour l'engager au mieux? Alors, outre la formation dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut être un élément clé, c'est surtout faciliter les choses, et on commence à arriver sur la maison Sport Santé, sur cette notion de parcours de santé, que je nommerais centré sur l'activité physique, dont le point de départ est souvent du médecin, mais pourquoi pas des professionnels de santé au sens large, et faire ça en sorte de leur rendre la vie le plus simple possible. Alors il est vrai que le décret, pour ceux qui l'ont lu, ou du moins qui ont consulté l'instruction du 3 mars 2017, qui rend les choses un petit peu compliquées, surtout avec les limitations fonctionnelles, qui demandent parfois des compétences du domaine d'autres spécialités que la médecine générale, sur le plan neurologique, locomoteur et autres. Et il faut faciliter les choses, rendre les choses le plus simples, et surtout, un parcours, c'est une chaîne de compétences. Il y a le médecin, ok, il va faire une prescription médicale, donc une ordonnance, il va faire un certificat médical de non-contre-indication, parce que souvent c'est demandé.
parce que on va pratiquer dans un club sportif ou dans un environnement qui du moins le demande en termes d'assurance. Mais il faut rendre les choses plus simples. Toute la partie évaluation peut être faite par l'enseignant en activité physique adaptée. L'entretien motivationnel, l'engagement aussi peut être fait. Donc il faut tenir compte des compétences de chacun et on va dire chacun à sa place avec le temps qu'il a. Donc en termes de levier, alors comment ça se passe? On cherche depuis des années pour les engager au mieux. J'ai un exemple assez intéressant qui montre que c'est un levier qui peut être très très fort mais qui est très chronophage. Alors je cite souvent la ville de Sète qui est non loin d'ici parce qu'elle est assez remarquable, mais ce n'est pas la seule en Occitanie ou voire en France. Une ville qui est très investie et je sais que le référent sport santé va à la rencontre, comme un laboratoire pharmaceutique, va à la rencontre des médecins chez eux, sur leur lieu d'exercice, pour vendre, comme un peu un VRP, vendre l'activité physique comme il pourrait le faire pour un médicament. Et ça, c'est vraiment, du moins le retour que l'on a, est quelque chose de... C'est vraiment la clé de la réussite, du moins ce qui se fait sur Sète, ça peut être fait ailleurs. C'est le lien fort, mais le lien qui se fait non pas à distance, comme on l'est aujourd'hui, mais vraiment en présentiel. Aller à la rencontre, discuter. Le médecin a souvent beaucoup de questions, a beaucoup d'incompréhension. C'est quoi cet écosystème du monde sportif? C'est quoi un enseignant en activité physique adaptée? C'est quoi un éducateur sportif, un coach sportif, un entraîneur? Bon bref, c'est assez compliqué. Et si on n'est pas du milieu, on le comprend très guère. Alors on sait ce que c'est qu'un kinésithérapeute. Un médecin n'aura pas de difficulté à envoyer, à orienter vers un kinésithérapeute ou un professionnel de santé. L'envoyer vers un professionnel de l'activité physique, c'est un peu plus difficile, d'autant plus quand il s'agit d'un patient qui a des facteurs de risque cardiovasculaires ou autres. Donc ça, c'est un levier assez intéressant que l'on a. Et surtout le retour, comment faire le retour, on aura peut-être l'occasion d'en parler et peut-être que le rôle de la maison sport santé peut être important à ce niveau-là. C'est comment faire le retour, je pense qu'il doit me rester 3-4 minutes pour enchaîner, hein, voilà, si je suis bien, merci Rémi. Comment faire pour créer dans la durée cette connexion avec les médecins, même si on sait que si on leur envoie le bilan de la condition physique par courrier postal, par courriel ou autre, ben ça ne fonctionne pas. Je pense que Christophe Martinez en parlera tout à l'heure. C'est très compliqué. Il faut trouver la bonne solution. Il n'y a certainement pas de solution miracle. Il faut chercher les bons leviers qui peuvent être différents peut-être d'un lieu à un autre. Mais si on veut être sur la prescription médicale, il faut à tout prix rester connecté. Alors terminé, et comme ça je ferai le lien avec le deuxième intervenant, sur est-ce qu'une maison sport santé peut tout régler? Probablement pas, mais elle peut régler beaucoup de choses. L'unité de lieu est importante. Dans une maison sport santé, alors elles sont très différentes les unes des autres, tant sur le plan juridique que sur le plan de l'organisation structurelle. Il n'y a pas nécessairement des professionnels de santé dans cette maison sport santé, ce qui est rare d'ailleurs, hein, sur les 138 Occitanie, 138 en 2019 et les 150 qui sont apparus il y a une quinzaine de jours, donc ça fait quasiment 300 à l'heure actuelle. Mais en Occitanie, on a des formes vraiment très différentes les unes des autres, mais on a parfois des maisons de santé pluridisciplinaires qui se sont positionnées et qui sont devenues maisons sport santé. Alors ça c'est bien parce qu'on a en face à face, sur un lieu à peu près unique, ou du moins connecté, puisque c'est sur un projet unique, à la fois les professionnels de santé, hein, pas que les médecins, puisqu'une MSP, une maison de santé pluriprofessionnelle, ce sont des médecins, des kinésithérapeutes, des infirmières qui font l'éducation thérapeutique. Bon, il peut y avoir des dentistes aussi. Le pharmacien qui peut être intégré, du moins relativement proche dans son lieu d'exercice. Et puis à côté de ça, les professionnels d'activité physique qui viennent du milieu fédéral, des enseignants d'activité physique, des coordonnateurs, des spécialistes de l'entretien motivationnel. Et je pense que cette unité de lieu fait que, je reviens sur le mot connecté qui me paraît être important, facilite cette connexion et puis surtout comprendre qui est un travail commun, ce qui était un petit peu l'objectif des maisons de santé pluriprofessionnelles lorsqu'elles sont apparues il y a à peu près une dizaine d'années. Même si aujourd'hui on parle de territoire de professionnels de santé hein, qui vont prendre la place petit à petit des MSP, mais on pourrait imaginer des territoires un petit peu sport santé aussi, les CTPS, donc à voir. Hein, donc je pense que vraiment la maison sport santé, elle peut être vraiment facilitateur sur le domaine de la prescription médicale
et surtout engagé, comme je le disais tout à l'heure, et qui pour moi je le porte vraiment de manière ferme, impliquer au mieux, voire de manière législative, l'ensemble des professionnels de santé. Voilà, je pense que les messages clés que je souhaitais faire passer, mais peut-être qu'il y en a qui vont arriver avec Grégory Nino qui va me passer à la moulinette des questions. Merci à vous pour cette présentation. Et chers internautes, je vous invite à poser vos questions dans le chat YouTube, juste à côté. Monsieur Nino, je vous propose de vous laisser la main pour la modération de ce débat. Très bien, merci. Olivier, c'est une très très belle présentation qui justifie évidemment les besoins de ces maisons sport santé. La première question qui me vient, c'est un des papiers au Lancet, une des meilleures revues médicales, qui montre qu'il y a 5 millions de morts dans le monde à cause de la sédentarité. Et finalement, quand on regarde la Covid, aujourd'hui la Covid a uniquement, entre guillemets, c'est terrible, mais tué 2 millions de personnes. Et on voit finalement un contraste et des effets de loupe médiatiques qui montrent à quel point potentiellement que la sédentarité est un élément central de nos sociétés, tu l'as très bien dit, et potentiellement avec les diagnostics de plus en plus précoces de malades, les maisons sport santé doivent devenir incontournables. C'est le cas ? Oui, après il faut trouver la forme, et on parlera tout à l'heure avec Michel Noguès du modèle économique, et qui est vraiment le point central dans la durabilité des maisons sport santé, tout à fait, avec la Covid ou le coronavirus. C'est vrai que les maisons sport santé, quoi qu'il en soit, le public, quand on voit le cahier des charges du ministère des Sports et celui de la Santé, le public est très très large. Et c'est tous ceux qui ne pratiquent pas ou qui ont des comportements sédentaires qui vont entraîner des problèmes pour la santé, donc quel que soit l'âge. La prescription médicale, quelque part, ça serait, dans le carnet de santé, pourquoi pas avoir un endroit, alors je ne sais pas si c'est un endroit où le pédiatre ou le médecin traitant pourrait prescrire de l'activité physique, mais la prescription, elle se fait dès le plus jeune âge, en fait, dès l'arrivée sur Terre. Hein. Mais est-ce qu'on ne pense pas que finalement, on a plein de messages tous les jours, hein, bouger plus, le programme national nutrition santé, manger, bouger, les incitations à bouger, et paradoxalement le confinement a entraîné, d'après une évaluation de l'ONAPS là, récemment, qu'il y a entre 20 et 30% de sédentarité supplémentaire. Donc en gros, les conséquences à moyen terme vont être encore plus terribles. Donc est-ce qu'encore une fois, dans le positionnement en tout cas de la stratégie nationale sport-santé, cette organisation-là, cette structure-là ne devient pas clairement un pilier indispensable, potentiellement physiquement pour que les patients puissent venir, mais aussi peut-être imaginer des rapports distanciels pour encourager les personnes à ne pas être sédentaires. On parlera après de l'activité physique, mais au moins ce premier point. Et quand on voit, c'est assez étonnant, on développe des vélos, on développe des mobilités actives, et puis finalement on va les remplacer par des outils de plus en plus électriques sur lesquels on devient passif. Donc cette lutte contre la sédentarité, elle est permanente parce qu'il y a toujours des outils technologiques qui vont nous permettre de dire on va moins bouger. Et juste pour un chiffre, mais c'est important, depuis 20 000 ans, Homo sapiens sapiens, il faisait entre 25 et 35 km par jour, et aujourd'hui on en fait moins de 3 à 5 par jour si on n'est pas malade, et si on est malade on en fait encore moins. Et si en plus il y a le Covid et les confinements qui ont été décidés, la sédentarité elle est terrible. Donc comment concevoir ces lieux-là sur lesquels évidemment l'idée c'est d'accueillir un nombre très important de personnes. En France, les malades chroniques, c'est selon les chiffres entre 20 millions et 30 millions de personnes. Donc quasiment un Français sur deux souffre d'une maladie chronique, voire plus après avec l'avancée en âge. Donc comment font ces maisons pour répondre en fait à des attentes qui sont importantes? Et donc tu l'as évoqué au départ, est-ce que 500 maisons de santé en France, l'objectif est suffisant ou pas? Alors 500, c'est un objectif au départ, lancé par Laura Flessel, ancienne ministre des Sports, qui sera dépassé, puisqu'il va rester 2 appels à projets 2021 et 2022, voire peut-être d'autres. Donc les 500, ça ira certainement au-delà, puisqu'on est quasiment à 300. Ça, c'est une excellente question, mais je rebondis sur un levier. Tu as donné un levier, l'effet loupe aujourd'hui, c'est sur le Covid, ou la Covid, et sur le problème de sédentarité due au confinement, qui est à la fois à 2 niveaux. C'est qu'une mauvaise condition physique est un facteur de risque important pour faire un Covid ou une Covid avec un passage en réanimation, voire des décès, etc., voire peut-être des Covid longs, des post-Covid.
Et puis inversement, l'effet confinement pour ceux qui ne sont pas malades amplifie cette sédentarité et ce manque d'activité physique. Alors pourquoi ne pas utiliser cet effet loupe? D'ailleurs, ce qu'on essaye de faire depuis quasiment un an, je me rappelle un collègue, mon homologue de PACA, qui disait déjà il y a un an, sur des réunions entre nous médecins conseillers, il faut mettre en avant l'activité physique, le confinement c'est un vrai problème, ça risque de durer longtemps, donc c'est un peu comme en 1870, l'armée française avait de très mauvaises conditions physiques, les militaires sont arrivés, d'ailleurs l'évaluation de la condition physique est militaire au départ, à Moros, etc., c'est du 19e siècle. Comment remettre en bon ordre, en termes de conditions physiques, la population française vis-à-vis du Covid? Parce que ça risque de durer, peut-être que ça ne va pas durer aussi longtemps qu'on pouvait le penser, mais il y a un an, on pouvait partir sur plusieurs années, moi je le pensais. Donc, et alors pourquoi pas utiliser cet effet loupe pour se dire, on va mettre en avant les maisons sport santé, on va communiquer là-dessus, et on va en faire bénéficier tout le reste de la population, les autres maladies chroniques, ou les gens qui sont sédentaires ou inactifs. Tout à fait. Ça peut être assez intéressant. Et d'ailleurs, Christophe Martinat en parlera tout à l'heure, sur Bouger sur ordonnance, plusieurs opérateurs souhaitent intégrer aujourd'hui les patients qui présentent un Covid long. Peut-être que depuis 100 ans, en tout cas, si on devait préparer des militaires, aujourd'hui, la prévalence énorme des malades chroniques font qu'il y a des conséquences aussi économiques, dont on reparlera probablement également avec Michel Noguès. Mais quand on voit l'expertise collective INSERM publiée 2019, quand on voit la Haute Autorité de Santé publiée en 2018 en disant on doit aller vers la prescription, c'est quasiment une obligation dans les faits et notamment médicalement. Comment tu vois la place de ces maisons de santé dans la mission de prescription d'activité physique adaptée? C'est pour ça qu'on a démarré par sédentarité en disant il faut que les gens bougent plus. Très bien. On fait tout ce qu'on peut et donc effectivement il faut faire de l'activité, y compris sociale, bouger plus, marcher, monter les escaliers et souvent on voit ces publicités. Mais le bouger plus ne suffit pas et tu dis très bien, il faut aller, et donc les recommandations sur notamment INSERM disent il faut prescrire de l'activité physique. Mais dans ces maisons de santé, est-ce que médicalement il faut à la fois avoir des pratiques de bilan, d'une part, d'évaluation des ressources, des capacités des personnes, et d'autre part, une activité qui va être de suivi de l'activité physique adaptée, et qui sont vraiment deux missions de ces maisons de santé. Je pense que on parle de vaccinodrome, pourquoi pas faire des prescridromes, ou uniquement sur la mission d'évaluation. Je pense que la mission d'évaluation, c'est peut-être la première des missions la plus importante. Je ne vais pas dire que je suis pessimiste sur la prescription médicale, mais un petit peu quand même. Je pense qu'il faut faire autrement, mais surtout il faut se poser la question, est-ce qu'on a besoin de prescrire pour mettre en activité les personnes? Ce n'est pas si évident que ça, d'autant plus qu'on a vraiment des freins très importants du corps médical. Je les ai exposés tout à l'heure, c'est la réalité. Alors, y intégrer les autres professionnels de santé, ça peut être un levier intéressant. Mais moi, je pense que l'entrée première dans les maisons sport santé, c'est d'évaluer. Après, s'il y a une nécessité d'un certificat médical non contre-indication, ça se fait depuis 1945, le 2 octobre 1945, l'arrivée du certificat médical, donc il n'y a pas de problème. Les médecins savent faire, ils sont plus ou moins formés, mais ils savent à peu près faire. Donc c'est vraiment un passage obligé. Et pourquoi pas un haut lieu, comme un vaccinodrome, je ne sais pas comment on pourrait dire, où les gens viennent s'évaluer et repartent avec des conseils, voire sont renvoyés vers leur médecin traitant pour une prescription. Alors, il est vrai qu'il y a des enquêtes, pour mettre un bémol à ce que je viens de dire, il y a des enquêtes nord-américaines et autres qui montrent quand même que l'acte de prescription écrit par un médecin, il y a l'aura du médecin encore. Un peu moins qu'il y a 50 ans, mais encore le médecin, heureusement, ça fait plaisir, que le médecin a un rôle à jouer en termes de conseils et que le patient peut l'écouter ou d'une oreille attentive, même si on regarde de Prochaska, c'est des fois un petit peu long, il faut quelques temps. Donc il peut y avoir ça, mais je pense qu'entre les deux, la balance, entre peut-être que ce qui peut apporter un acte écrit et le peu d'actes écrits fait qu'il faut faire au plus simple. Je pense qu'il y a quelque part une urgence, il y a une vraie urgence, alors pas de la Covid, mais au-delà de la Covid, même avant, il y a une vraie urgence à remettre en activité, à lutter contre les comportements sédentaires. Il en va, tu parlais de l'Homo sapiens tout à l'heure, il en va de la survie de l'Homo sapiens sapiens. Après, c'est ma position, on va dire que je suis un peu pessimiste, mais bon, pourquoi pas, sur le plan environnemental, on a le droit d'être pessimiste aussi.
Donc je suis pessimiste à ce niveau-là. Il me reste assez peu de temps, malheureusement, professionnellement parlant, pour y voir une issue. Je ne pense pas. Les maisons sport santé, oui, ont un rôle très important à jouer, de rendre un territoire dynamique à ce niveau-là, en termes de communication aussi, parce qu'il y a un lieu unique. Mais il en faudrait peut-être plus. Il en faudrait peut-être plus. Après, on y reviendra tout à l'heure, c'est le modèle économique qui est vraiment une vraie problématique. Mais au-delà même de la maison sport santé, un dispositif sport santé en lui-même, la première problématique, elle est économique. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu, si je vais dans ton sens ou ce que tu voulais me faire dire, mais... De toute façon, on a une question d'un internaute, de Paul Lamy, qu'on remercie. Qu'est-ce qu'un enseignant APA peut faire pour qu'il y ait plus de prescriptions de la part des médecins? On recentre un petit peu le débat du coup sur les enseignants APA, qui sont certainement très nombreux à nous écouter. Bien sûr, c'est l'âge APA, c'est normal. Alors oui, l'enseignement d'activité physique adaptée, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, vraiment le contact au mieux avec le médecin. Mais Christophe en parlera certainement tout à l'heure, ce qui fait sur Nîmes, c'est vraiment... Je dirais que le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant de proposer une offre assez efficiente en activité physique, quoique si on est sur le plan thérapeutique, et Grégory le sait aussi bien que moi, pour l'instant on n'a pas tous les éléments encore sur le plan de la posologie de l'activité physique, mais proposer l'activité physique, avoir de l'offre, ça on sait à peu près faire. La difficulté et le temps souvent dans les dispositifs, le temps qui est le plus chronophage et le plus compliqué, c'est d'aller vers les professionnels de santé, dont le médecin. Et l'enseignant d'activité physique, si on est sur une maison sport santé par exemple, un coordonnateur, ça sera un de ses rôles. Alors, le coordonnateur, on va dire, c'est un enseignant d'activité physique adaptée. Il a fait le master à Montpellier, donc il est tout à fait bien outillé pour piloter la maison sport santé. Il aura un rôle dans ses missions d'aller vers, parce qu'on n'ira pas vers lui, d'aller vers. Donc, je vois comme ça, avec plein de leviers, mais le levier physique, aller en présentiel, c'est important. Voilà, je pense que le rôle de l'enseignant d'activité physique adaptée, surtout s'il a un master, c'est-à-dire qu'il a une approche quand même, un chef de projet, quelque part, donc il a quand même ces outils-là. Vous êtes outillé pour piloter un projet, le coordonner et faire du lien surtout. C'est faire du lien. Je pense que la chose prioritaire aujourd'hui, c'est faire du lien. Après le contenu, même s'il est très critiquable et je suis le premier à critiquer, c'est pas le plus important. C'est un peu comme le levez-vous et bougez. D'abord, on va vers les médecins, on a des prescriptions, et puis après, le reste, on sait faire. D'accord. Il y a peut-être d'autres questions encore, on a le temps? On a le temps, très bien. C'est vrai que il y a 20 ans, l'activité physique adaptée dans les UFR STAPS était encore un peu au balbutiement. Donc la première licence activité physique adaptée créée par Jean Billard en 1982, on est finalement 40 ans après et on voit que les étudiants ont réussi à être professionnalisés, notamment dans les structures de SSR, les soins de suite de réadaptation, et que finalement ce travail multidisciplinaire, médecin, kiné, psychologue, diététicien, etc., devient aujourd'hui tout à fait la règle. Et il y a partout en France vraiment des collaborations très très importantes pendant ces temps-là. Et on voit bien qu'il manquait quelque chose dans l'après-soin de suite de réadaptation et où les patients, entre guillemets, étaient livrés à eux-mêmes avec de grandes difficultés. Et probablement que ces maisons sport-santé vont également faire des liens peut-être plus forts. Moi qui travaille dans un institut du cancer de Montpellier, très investi aujourd'hui à dire comment, au décours des traitements, il faut l'activité physique adaptée, très bien. Mais après, les patients, ils sont livrés à eux-mêmes, ils reviennent chez eux et en disant qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, je vais dans un centre de sport sur lequel il n'y a que des gens qui font avec des gros biscottos, je ne réponds pas à cette pratique. Donc comment, dans le paysage en fait, du système de santé au sens large du terme, les connexions vont se faire entre les soins de suite et réadaptation et la maison sport santé. Peut-être que Christophe pourra après intervenir, mais comment toi, médicalement, tu vois ce dispositif, cette orientation, ces parcours, où pour l'instant on est plutôt en phase séquentielle plutôt que quelque chose de continu? Il faut démédicaliser l'activité physique, il faut la rendre pas uniquement hospitalière, ça c'est évident. Il est vrai que dans l'histoire que l'on a, on parle souvent de rentraînement à l'effort et de réhabilitation, elle est très hospitalière. En 1984, en cardiologie, à Montpellier, qui était le premier centre de rentraînement à l'effort, sur le plan respiratoire que tu connais très très bien, aussi c'est une quarantaine d'années. Et tu connais toutes les difficultés des patients qui sont passés en reconditionnement à l'effort à l'hôpital.
entre autres à la Péronie ou Arnaud de Villeneuve, c'est que c'est un total inconnu quand ils sortent de leur programme de séance et puis tout s'arrête. Et cette connexion est importante, c'est le travail mais que fait Christophe sur Nîmes avec le CHU Carrémont, le CHU de Nîmes. C'est vraiment une connexion dès le départ du projet, qui est un vrai parcours, on va dire un parcours qui peut démarrer de l'hôpital ou d'un lieu d'exercice, un cabinet libéral, sur l'extérieur. Ça c'est important, mais après ça se fonde petit à petit, ça se formalise sur le terrain. Mais on peut l'avoir sur une maison sport santé ou sur un programme, parce que nous, on y travaille depuis fort longtemps. On a un programme Oncosport sur activité physique et oncologie, plutôt chez les adultes que tu connais bien, avec l'association Étincelle. Et dès le départ, la connexion a été tentée avec des cliniques privées ou des centres hospitaliers, avec beaucoup de difficultés, la difficulté aussi de l'hôpital, tu le connais bien, tu travailles à l'Institut Cancer de Montpellier, de se projeter sur l'extérieur. C'est un peu l'inconnu. Je parlais d'inconnu tout à l'heure. Les enseignants en activité physique adaptée, vous êtes un peu des inconnus pour les médecins, encore, je pense. Et il en est de même du milieu extérieur par rapport à l'hôpital qui est centré sur lui-même, ce qui est tout à fait normal et qui a plein de choses à faire. Et cette connexion, mais ça ne va pas venir de l'hôpital vers l'extérieur, c'est plutôt l'extérieur qui doit aller vers l'hôpital, les centres hospitaliers, et faire cette connexion-là, que ce soit les soins de suite, de réadaptation ou autre. Et ce travail doit être fait petit à petit. Ça va se faire de manière naturelle. D'ailleurs, il y a des enseignants d'activité physique adaptée qui sont, et on connaît à Montpellier en oncologie pédiatrique, qui interviennent directement sur l'hôpital, qui suivent les patients, les jeunes patients à l'extérieur, et dont l'enseignant fait partie du staff médical au sein même de l'hôpital. Donc ça se fait aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il y a une reconnaissance des compétences en activité physique maintenant. Et est-ce qu'on a eu l'occasion d'écouter Corinne Caillot, qui est professeure à l'Université de Sydney lors de l'ICEPS conférence la semaine dernière, et elle nous décrit en Australie quelque chose d'assez incroyable et de naturel, entre guillemets, sur lequel il y a une fluidité entre l'hôpital, les services de proximité et des kinésiologues, donc activité physique adaptée, avec du remboursement de la sécurité sociale, et en disant un des leviers importants peut-être pour faire avancer la cause, c'est les nouvelles technologies. En gros, d'avoir une traçabilité importante qui serait peut-être dans des dossiers non plus médicaux, on en parlera sûrement avec Michel Nogues, mais des dossiers de soins sur lesquels les nouvelles technologies permettraient aussi de rentrer des informations peut-être importantes et donc en gros de créer encore plus de liens entre le ministère de la Santé, le ministère des Sports et là je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Comment tu le vois se dessiner l'avenir ? C'est un levier que je n'ai pas noté tout à l'heure. Je ne sais pas si je vais répondre exactement à ta question, à quoi tu penses, mais la difficulté, c'est que les médecins ne pensent pas. Ils nous disent moi je veux prescrire. J'ai accompagné une thèse de médecine générale en 2015 où on a questionné les besoins des médecins de Languedoc-Roussillon à l'époque. Et bon, 95%, 97%, c'est faire de la formation, d'avoir des outils, d'y penser. Et il y a des médecins, ils connaissent, ils savent, ils ont l'outil, mais par contre, quand ils sont devant leurs patients, ils n'y pensent plus parce que c'est une prescription médicale, de renouvellement. Alors on s'est dit, on va leur faire des chevalets, je ne sais pas si Christophe, tu as un retour sur les chevalets qu'on a fait, à la fois pour le patient ou pour le médecin. Ou alors il y avait des médecins qui avaient affiché le programme Bouger sur ordonnance sur leur porte. Parce que ce n'était pas automatique. Ils nous le disaient, ce n'est pas automatique chez nous, c'est comme les antibiotiques, mais inversement, malheureusement. Et on s'est dit, ils ont tous des logiciels médicaux, mais qui sont privés. Et pourquoi pas, quand on fait un renouvellement pour un malade chronique, tous les 3 mois, avez-vous pensé à prescrire, ou alors ça se prescrit automatiquement de l'activité physique ? Le problème, c'est que comment faire ? On est sur un secteur privé. Alors, il y a Vitam que tu connais, sur Montpellier, avec professeur Antonin Avignon et Vincent Attalin, où on essaye d'utiliser ça. Pour l'instant, c'est assez jeune dans l'utilisation. Mais bon, c'est compliqué parce que c'est une deuxième entrée en termes de données. Voilà, c'est difficile. C'est utiliser l'idéal, sincèrement, ce que je disais tout à l'heure. Vous prescrivez, vous renouvelez le médicament, ou les médicaments plutôt, et en même temps, vous avez la prescription d'activité physique. Mais il faudrait que ça vienne sur l'écran, parce que les médecins sont sur l'écran, donc c'est des outils connectés, en effet, les nouvelles technologies. Ça serait pas mal à faire. Oui. C'est une piste. C'est une piste. Merci à tous pour ce passionnant débat. Il est un peu plus de 10h20 et nous allons faire une petite pause pour revenir à 10h25. Donc je vais laisser ma place à Marilyn Alemani qui vous accompagnera
jusqu'à la fin de cette matinée.